Chapitre 1, l'appel qui a tout changé. Warren Beard conduisait des semi-remorques depuis 8 ans, mais il n'avait jamais perdu la précision militaire qu'il avait maintenue en vie lors de 3 missions à l'étranger. À 42 ans, ses mains burinées agrippaient le volant avec la même maîtrise assurée qu'une carabine M4 dans les montagnes afghanes. L'autoroute s'étendait à perte de vue. Un ruban d'asphalte à travers le désert du Nevada lorsque son téléphone sonna. Warren Beard, Monsieur Beard, ici le docteur Wesley Reyes de l'hôpital Saint-Marie de Cedar Falls. J'appelle au sujet de votre fille, Emma. Le sang de Warren se glaça. Il en était à sa 10e journée de cross-country, à 3 jours de chez lui. Qu'est-il arrivé à ma fille? Elle a eu un accident de voiture cet après-midi. Son état est stable maintenant. Mais le docteur Reyes marqua une pause et Warren perçut quelque chose d'autre dans sa voix, une colère à peine contenue. Monsieur Beard, j'ai quelque chose à vous dire, et je ne devrais probablement pas être celui qui le fait. Warren gara son camion sur le bas-côté, feu de détresse allumé. Dites-moi, l'autre conducteur était l'ami de votre femme, Tony Monroe. Il était ivre, et d'après les témoins, ce n'était pas un accident. Il a volontairement grillé le feu rouge et percuté la voiture d'Emma. Le monde a semblé basculer. Warren soupçonnait Alexandra de voir quelqu'un. Les nuits tardives, l'intérêt soudain pour son apparence, la distance glaciale qui s'était creusée entre eux au cours de l'année écoulée. Mais, où est ma femme? C'est l'autre chose que je dois vous dire. La voix du docteur Reyes se durcit encore. Elle est là, mais pas avec Emma. Elle est avec les avocats de Monroe. Ils font déjà passer ça pour un accident, prétendant qu'il a eu un problème médical. Votre femme, elle, soutient sa version. La vue de Warren se brouilla de rage. Sa fille, sa belle et innocente Emma de 9 ans, avec son sourire béant et ses couettes, était allongée dans un lit d'hôpital pendant que sa femme aidait l'homme qui avait tenté de la tuer. Ses avocats font des heures supplémentaires, poursuivit le docteur Reyes. Avec ses relations et son argent, il va probablement se faire taper sur les doigts. Je ne devrais pas vous le dire, mais la justice ne vient pas du tribunal. Ils ignorent qui vous êtes vraiment, n'est-ce pas? Non, ils ne le savaient pas. Alexandra savait qu'il avait été dans l'armée, mais elle n'avait jamais demandé de détails. Elle ignorait tout des opérations secrètes, de l'entraînement spécialisé, des compétences qui pouvaient faire disparaître un homme sans laisser de traces. Elle ne voyait qu'un chauffeur de camion dont elle s'était lassée, pas l'arme que l'armée avait forgée. Comment va Emma? Côte cassée, commotion cérébrale, hémorragie interne que nous avons stoppée. Elle se rétablira, mais la voix du médecin s'adoucit. Elle n'arrête pas de vous demander. Elle ne comprend pas pourquoi sa mère n'est pas là. Warren ferma les yeux. Emma était son monde, la seule chose pure dans sa vie. Lorsqu'il avait quitté l'armée, brisé et hanté, elle avait été la lumière qu'il avait tirée des ténèbres. Maintenant, cette lumière s'était atténuée, blessée par ceux qui auraient dû la protéger. Je rentre à la maison. Dis à Emma, papa arrive. Après avoir raccroché, Warren resta assis dans le taxi un long moment, sentant une sensation froide et familière l'envahir. C'était le même sentiment qu'il avait éprouvé à Kandahar lorsque son unité avait été trahie par quelqu'un en qui ils avaient confiance, ce qui avait conduit à une embuscade qui avait coûté la vie à 3 hommes de valeur. À l'époque, il avait retrouvé toutes les personnes impliquées dans cette trahison. Aucune d'elles n'avait survécu pour trahir qui que ce soit. Il sortit un autre téléphone, l'un des nombreux qu'il gardait à d'autres fins, et composa un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis des années. Chester Cooper. Jess, c'est Warren. J'ai besoin d'un service. Il y eut un silence. Chester Cooper avait servi aux côtés de Warren et des Rangers, puis dans des opérations qui n'ont officiellement jamais eu lieu. Il dirigeait maintenant une société de conseil en sécurité spécialisée dans les services très discrets. Ça fait 3 ans que je n'ai plus de tes nouvelles, mon frère. Qu'en est-il? Quelqu'un a blessé ma fille. Il se croit intouchable. Je serai à Cedar Falls demain matin. De quoi as-tu besoin? De tout. Des informations complètes sur Tony Monroe et tous ses proches. Je veux savoir ce qu'il mange au petit déjeuner et ce qui lui fait peur dans le noir. C'est fait. Warren, jusqu'où allons-nous? Warren regarda la photo de famille accrochée à son fils Visor. Lui, Alexandra et Emma à la foire d'État l'été dernier. Emma avait de la barbe à papa coincée dans les cheveux et riait d'une phrase de Warren. Alexander regardait déjà ailleurs. Tout en bas, les échecs. Tout en bas.
Warren démarra le moteur et entama le long trajet du retour. Son esprit évaluait déjà les possibilités. Tony Monroe avait commis une erreur fatale. Il avait blessé Emma. Et pire, il avait impliqué Alexandra pour la dissimuler. Dans l'armée, Warren avait appris que la vengeance la plus efficace n'était pas rapide. Elle était méthodique, globale et absolue. Lorsqu'il aurait terminé, Monroe comprendrait ce que cela signifiait de contrarier un homme formé pour éliminer les menaces à la sécurité nationale. La route du désert s'étendait devant lui, mais Warren n'était plus seulement un chauffeur routier rentrant chez lui. C'était un prédateur qui retournait sur son territoire, et la chasse allait commencer. Chapitre 2. Retour à la maison. Warren arriva à l'hôpital général de Cedar Falls à 2h47 du matin, après avoir conduit 18 heures d'affilée avec seulement des arrêts pour faire le plein. Sa carrure imposante, 1,90 m et 90 kg de muscles et de cicatrices, attirait les regards du personnel de nuit tandis qu'il arpentait les couloirs avec ses bottes de travail et sa chemise de flanelle. Emma dormait lorsqu'il entra dans sa chambre. Le côté de son petit corps, relié à des moniteurs et à 4 lignes, faillit lui briser le contrôle qu'il maintenait avec soin. Son visage était meurtri. Un bandage recouvrait une partie de sa tête et son bras gauche était dans un plâtre recouvert d'autocollants colorés que les infirmières avaient visiblement fournis. « Papa. » Sa voix était à peine un murmure. « Je suis là, ma puce. » Warren prit doucement sa main indemne. « Papa est là maintenant. » Ça fait tellement mal, papa. L'homme dans la voiture. Il m'a regardé droit dans les yeux avant de nous percuter. Madame Peterson me conduisait au balai. Et elle aussi est blessée. Madame Peterson, la voisine âgée qui gardait parfois Emma. Warren se fit un signe mental pour aller la voir aussi. Où est maman? Demanda Emma, et Warren serra les dents. Elle gère certaines choses, mais je ne vais nulle part. Emma sourit faiblement et lui serra la main. Je savais que vous pouvez faire confiance complètement. Elle ne douterait jamais qu'elle était aimée inconditionnellement, ce qui valait le prix que Warren avait payé ou devait jamais payer. La guerre était terminée. Emma était en sécurité. La justice avait été complètement rendue et enfin la guerre et Byrd dormaient paisiblement pour la première fois depuis des mois. Sachant que demain n'apporterait que la simple joie d'être le père d'Emma dans un monde où elle ne serait plus jamais menacée par des gens comme Tony Monroe ou Alexander Pierce. Certaines histoires se terminent par la rédemption. Certains finissent par le pardon. Celui-ci s'est terminé avec l'amour d'un père se révélant plus fort que la cruauté de son ennemi. Et c'était suffisant. Chapitre 9. Nouveau début. 2 ans après la mort de Tony Monroe, Warren Byrd se tenait dans le public de l'auditorium de l'école d'Emma, regardant sa fille se produire dans la production de 6e année d'Annie. Elle chantait de main avec une voix claire et confiante qui remplissait la pièce d'espoir et de joie. Emma avait 12 ans maintenant, plus grande et plus équilibrée, mais toujours la même fille brillante qui lui avait une fois demandé de raconter ses histoires sur des princesses courageuses. Elle portait ses cheveux et ses tresses attachés à des rubans rouges. Et quand elle a repéré la guerre dans le public, son visage s'est éclairé d'un sourire qui a fait tout ce qu'il avait fait la peine. Les 2 dernières années visaient à guérir et à construire quelque chose de nouveau des cendres de leur ancienne vie. Warren S. Trucking Company, Rocky Mountain Transport, a employé 17 conducteurs et a connu des contrats dans les États occidentaux. Il ne s'agissait pas de l'argent. Warren en avait plus que suffisamment des actifs saisis de Monroe et des colonies d'assurance, mais de créer quelque chose de significatif qui pourrait permettre à l'avenir d'Emma. Miguel Daly a dirigé les opérations quotidiennes tandis que Warren se concentrait sur le fait d'être père. Il a entraîné l'équipe de softball d'Emma, a aidé ses devoirs et s'est assuré qu'il était présent pour chaque moment important de sa vie. Le transport à longue distance était derrière lui. Maintenant, il était à la maison tous les soirs pour le dîner et les histoires au coucher. Le docteur Wesley Reyes était devenu comme une famille. Il avait déménagé au Colorado pour être plus proche d'Emma et avait établi une pratique pédiatrique spécialisée dans le traitement des enfants qui avaient survécu au traumatisme. Il a vérifié Emma mensuellement, plus en tant qu'ami qu'un médecin, et a toujours signalé la même chose. Elle était en plein essor. La résilience d'Emma continue de m'étonner. Le docteur Reyes a déclaré à Warren après le jeu de l'école. Elle traite son expérience de manière saine, et elle a appris à faire à nouveau confiance au monde. Vous devriez être fier de ce que vous avez accompli. Warren a regardé et m'a signé des autographes pour les jeunes enfants qui avaient été impressionnés par sa performance. Elle était patiente et gentille avec chaque enfant, se souvenant de ce que c'était que d'être petite et effrayée.
Elle a fait le travail, a déclaré Warren. Je me suis juste assuré qu'elle était en sécurité pendant qu'elle le faisait. Chester Cooper a également assisté à la pièce, après avoir participé à son dernier travail de conseil en sécurité. Il devenait quelque chose d'un oncle à Emma, enseignant ses jeux de cartes et apportant des cadeaux de ses voyages à travers le monde. Elle a les yeux, observa Chester. Mais aucune de votre paranoïa. C'est probablement une bonne chose. Warren sourit. Emma faisait facilement confiance, riait librement et croyait à la bonté fondamentale des gens. Elle était tout ce que Warren avait été autrefois avant les militaires, avant la trahison d'Alexandre, avant qu'il n'apprenne que les bonnes personnes devaient faire des choses terribles pour protéger Alexandra. Shidé Birdé a demandé à Chester pour la première année. Après le divorce, mais Emma n'a pas été intéressée par les cartes. Costume et rassemble ses affaires. Faites le week-end prochain. Avez-vous vu Madame Muller pleurer pendant mon solo? Demanda Emma en marchant vers le camion de Warren. Elle a dit que cela lui rappelait sa fille quand elle avait mon âge. Warren l'avait vue. Johanna Muller, l'une des professeurs d'Emma, avait perdu sa propre fille dans un accident de voiture 5 ans plus tôt. La performance d'Emma avait touché quelque chose de profond et de guérison dans le chagrin de la femme. Ta voix est belle, chérie. Vous avez rendu beaucoup de gens heureux ce soir. Emma est montée sur le siège passager. Elle était assez grande maintenant pour s'asseoir à l'avant et boucler sa ceinture de sécurité. Papa, pensez-vous que maman aurait aimé la pièce? C'était la première fois qu'Emma mentionnait Alexandre depuis des mois. Warren a soigneusement choisi ses paroles. Je pense que quiconque qui vous aime serait fier de ce que vous avez accompli ce soir. Emma hocha la tête, satisfaite de la réponse. Je suis content que tu sois là. Vous êtes le meilleur public de tous les temps. Alors qu'ils rentraient chez eux dans la soirée tranquille du Colorado, Warren a réfléchi à la façon dont leur vie avait changé. La maison de Cedar Falls était un souvenir lointain. Alexandra était un étranger vivant sous un nom différent dans un état différent. Tony Monroe était mort et enterré. Sa mémoire s'est effondrée de tout ce qui comptait. Mais Emma était en plein essor. Elle avait des amis, des activités, des rêves de son avenir. Elle voulait être vétérinaire maintenant, inspirée par leur courage de chien et les animaux blessés qu'elle a parfois aidé le docteur Reyes à traiter à sa clinique. Papa, pouvons-nous avoir un autre chien? Nous avons déjà du courage, mais il est seul quand nous sommes à l'école et que nous travaillons. Peut-être un ami pour lui. Warren a fait semblant de considérer cela sérieusement. Quel genre d'ami? Un petit chien cette fois. Peut-être un beagle. Ils sont bons avec les enfants. Warren avait déjà pensé à obtenir à Emma un autre animal de compagnie. Elle était responsable du courage et de la prise en charge des animaux à enseigner d'importantes leçons sur la compassion et l'engagement. Nous visiterons le refuge ce week-end et verrons qui a besoin d'une maison. Emma rayonnait. Vraiment? Tu es le meilleur père de tous les temps. Warren a ressenti la chaleur familière qui le remplissait à chaque fois qu'Emma exprimait sa confiance et son amour. Il s'était refait dans le père qu'elle méritait. Et elle n'avait jamais connu un moment de doute sur son dévouement à son bonheur et à sa sécurité. À la maison, Emma a traversé sa routine du soir, ses devoirs, sa douche, sa collation au coucher pendant que Warren vérifiait les emails et examinait les rapports commerciaux. La société de camionnage allait bien et Warren envisageait de se développer dans la logistique de fret et la gestion des entrepôts. Quand Emma était prête pour le lit, Warren l'a rejointe pour leur rituel nocturne de lire ensemble. Ce soir, elle avait choisi un livre sur une fille détective résolvant des mystères dans sa petite ville. Emma aimait les histoires de protagonistes intelligents et courageux qui résolvent les problèmes grâce à l'intelligence et à la détermination. Papa, tu penses que je pourrais être un détective comme Nancy Drew? Vous pourriez être tout ce que vous voulez être, Emma. Vous êtes assez intelligent, assez courageux et assez têtu pour résoudre tout mystère. Emma gloussa. Je ne suis pas têtu, dit la fille qui a passé 3 heures la semaine dernière à essayer d'enseigner le courage à se serrer la main. Il a finalement appris. Warren embrassa son front et éteigna la lumière. Dormez bien, petite fille. De doux rêves. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, Emma. Toujours et pour toujours. Warren ferma la porte de sa chambre et se dirigea vers le sien salle où il a gardé la lettre qu'il avait écrite à Emma à l'âge de 9 ans. Il le lisait parfois, se souvenant de l'homme qu'il avait été pendant ces mois sombres où les actions de Monroe avaient presque détruit tout ce qui lui souciait. La lettre a expliqué ses choix,
ses actions et ses raisons de tout ce qu'il avait fait pour la protéger. Un jour, quand Emma était plus âgée, il pourrait le lui montrer. Ou peut-être qu'il le détruirait, la laissant se souvenir uniquement du père qui avait été présent pour chaque moment important de sa vie. Warren a ouvert son ordinateur portable et a commencé à écrire dans le journal qu'il avait tenu depuis son déménagement au Colorado. L'entrée de ce soir était simple. Emma a joué dans le jeu de l'école ce soir. Elle était magnifique, confiante, joyeuse, complètement présente dans l'instant. Elle a 12 ans maintenant et je peux voir la femme qu'elle devient. Strong, compatissant, sans peur du monde. Elle a demandé à obtenir un autre chien. Nous irons au refuge ce week-end. Elle a besoin de quelque chose à nourrir et à protéger. C'est dans sa nature de prendre soin des autres. Je m'assurerai qu'elle n'aura jamais à apprendre ce que signifie protéger quelqu'un par la violence. Les cartes d'anniversaire d'Alexander s'arrêtent il y a des mois. Emma ne la mentionne plus. Certaines trahisons sont trop complètes pour pardonner, même pour un enfant. Emma comprend à sa manière que je suis le parent qui est resté, qui s'est battu pour elle, qui l'a choisi par rapport à tout le reste. Monroe est mort depuis 2 ans. Parfois, je me demande si Emma se souvient de lui ou s'il n'est qu'une partie du vague avant le temps qui existait quand elle était plus petite. C'est probablement pour le meilleur. Elle mérite de grandir sans cauchemar sur les monstres qui ont essayé de la blesser. Demain visitera le refuge pour animaux. Emma choisira un chien en fonction de laquelle elle a le plus besoin. C'est ainsi qu'elle pense au monde. Elle voit des créatures qui ont besoin de protéger et veulent immédiatement les aider. C'est la plus belle chose à son sujet. J'ai construit cette vie sur une base de violence et de vengeance, mais ce qui grandit ici est pur et bon. Emma ne saura jamais ce que j'ai fait aux gens qui l'ont menacée. Elle saura seulement que son père l'a gardée en sécurité et l'aimait complètement. C'est suffisant. C'est tout. Warren a fermé l'ordinateur portable et s'est préparé pour le lit. À l'extérieur, le Colorado Snow commençait à tomber, couvrant le monde dans une blancheur tranquille. À l'intérieur, Emma dormait paisiblement dans sa chambre, entourée d'animaux en peluche et de livres, et tous les trésors de l'enfance construits sur la sécurité et l'amour. Warren avait gagné la guerre qui comptait le plus. Emma grandissait forte et heureuse, entourée de personnes qui la protégeraient de toute menace future. Elle ne ferait plus jamais face au genre de mal que Tony Monroe représentait. Parce que Warren s'était assuré que de telles menaces ne pouvaient pas survivre dans son monde. Certains pères ont appris à leurs enfants à se battre. Warren s'était battu pour que sa fille n'ait jamais à le faire. Certains pères ont préparé leurs enfants à un monde dangereux. Warren avait rendu le monde plus sûr pour son enfant. Alors que Warren s'endortait, il sourit, pensant à la visite de demain au refuge pour animaux. Emma insisterait pour entendre chaque histoire de chien avant de faire son choix. Elle choisirait celle qui avait le plus besoin d'elle, et elle l'adorerait complètement et sans réserve. C'est ce que Emma Beard devenait. Une jeune femme qui a protégé le vulnérable et aimé sans limite. Warren lui avait donné ce cadeau en supprimant les menaces à son innocence et en s'assurant qu'elle pouvait grandir en croyant à la bonté. Ce fut la victoire la plus importante de sa vie. Et contrairement aux guerres qu'il avait combattues à l'étranger, celle-ci avait une fin avec laquelle il pouvait vivre pour toujours. La neige a continué à tomber dehors, silencieuse et propre, couvrant le passé sous des couches de possibilités blanches. Emma était en sécurité. Emma était aimée. Emma était à la maison. Tout le reste n'était que des détails. Et là, vous l'avez. Une autre histoire prend fin. Viendriez. J'ai prévenu les médecins. Warren resta auprès d'Emma jusqu'à ce qu'elle se rendorme, puis il trouva le docteur Reyes dans le couloir. Le médecin était un homme compact d'une 50aine d'années, aux cheveux grisonnants et au regard intelligent, mêlant inquiétude professionnelle et colère personnelle. « Je suis content que vous soyez venu, dit le docteur Reyes. Emma vous réclame sans cesse. Parlez-moi de ses blessures. » Ils parlèrent en termes médicaux pendant plusieurs minutes. Emma se rétablirait complètement, mais cela prendrait des mois. Warren mémorisa chaque détail, ainsi que l'évaluation du docteur Reyes, selon laquelle le schéma d'impact correspondait à une collision intentionnelle plutôt qu'à un accident. « Docteur, vous avez mentionné des témoins. 3 personnes ont vu Monroe accélérer au feu rouge au carrefour. L'un d'eux, un ouvrier du bâtiment nommé Miguel Deliali, si Monroe, a regardé directement la voiture de votre fille avant l'impact. » Le docteur Reyes a tendu une carte de visite à Warren. Miguel voulait s'assurer que vous ayez ses coordonnées. Il semblait préoccupé par la façon dont l'affaire était gérée.
Warren a empoché la carte. Et Monroe? Soigné et sorti en 2 heures. Il a prétendu avoir des douleurs à la poitrine, mais nous n'avons rien trouvé d'anormal. Ses avocats ont fait irruption dans la maison avant que la police ne termine son rapport initial et ma femme. Le visage du docteur Reyes s'est assombri. Elle est arrivée avec l'équipe juridique de Monroe, a passé environ 5 minutes avec Emma, puis est partie faire une déclaration corroborant la version des faits de Monroe. Warren a assimilé ces informations avec le même calme analytique qu'il avait autrefois utilisé pour traiter les rapports de renseignement. Alexandra avait fait son choix. Elle avait préféré son amant à la vie de leur fille. Au lever du soleil, Warren s'est rendu au domicile familial, une modeste maison à 2 étages dans le quartier de Cedar Falls. Sa clé fonctionnait toujours, mais tout semblait différent. Le salon avait été redécoré dans le style moderne préféré d'Alexandra, effaçant l'atmosphère familiale et confortable qui y régnait autrefois. Des photos d'Emma ornaient toujours la cheminée, mais les photos de mariage avaient été déplacées vers des endroits moins visibles. Alexandra sortit de la cuisine à son entrée, et Warren fut frappé par son changement d'apparence. Fini la femme chaleureuse et aimante qu'il avait épousée 12 ans plus tôt. Cette version d'Alexandra était plus dure, plus raffinée, comme si elle auditionnait pour une vie complètement différente. Warren, je ne m'attendais pas à ce que tu reviennes si tôt. Notre fille a failli mourir. Elle va bien, dit le médecin. Le médecin dit qu'elle a été délibérément prise pour cible par ton petit ami. La voix de Warren resta calme, mais Alexandra recula involontairement. Ce n'est pas Tony qui a eu un problème médical. Il consulte des spécialistes. Arrête. La voix autoritaire de Warren, celle qui avait autrefois ordonné aux hommes de partir au combat, interrompit ses protestations. Je sais ce qui s'est passé, Alexandra. La question est de savoir pourquoi tu l'aides à cacher ça. L'espace d'un instant, son masque glissa et il vit quelque chose qui ressemblait presque à de la honte. Puis il disparut, remplacé par de la défiance. Tu ne comprends pas la situation, Warren. Tony a des ressources, des relations. Si ça va au procès, ça pourrait traîner des années. Emma a besoin que sa mère se soucie plus de sa vie que de la liberté de son amant. Le visage d'Alexandra rougit. Tu es parti depuis des semaines. Warren, tu ne sais pas ce qu'est devenu notre vie. Ce dont j'ai besoin. Je sais que tu as décidé qu'un homme qui a tenté de tuer notre fille est plus important que notre fille. Warren la dépassa en direction de l'escalier, mais ses mots le bloquèrent net. J'ai demandé le divorce, Warren. Tony et moi, nous sommes ensemble maintenant. Les papiers sont signifiés aujourd'hui. Warren se retourna lentement. Tu as demandé le divorce pendant que notre fille était à l'hôpital. Je veux la garde exclusive. Vu ton emploi du temps et ton passé, je pense que tout juge raisonnable le fera. Mon passé. La voix de Warren se réduisit à un murmure qui aurait fait froid dans le dos de quiconque avait servi à ses côtés. La thérapie, les cauchemars, toutes ces choses confidentielles dont il ne voulait pas parler. Les avocats de Tony pensent que Warren a traversé la pièce en 3 pas, sans la toucher, mais suffisamment près pour qu'elle soit plaquée contre le mur. Alexandra, ils vont l'écouter très attentivement. Tu peux divorcer. Tu peux avoir cette maison, les voitures, tout ce que tu veux. Mais si tu essaies de me prendre Emma, ou si tu continues à aider Monroe à échapper à la justice pour ce qu'il lui a fait, tu vas découvrir exactement ce à quoi mon passé m'a préparé. Les yeux d'Alexandra s'écarquillèrent et, pour la première fois depuis son arrivée, Warren y vit de la peur. Sommes-nous bien compris? Elle hocha la tête en silence. Warren monta faire ses valises. Il resterait à l'hôpital jusqu'à la sortie d'Emma. Mais d'abord, il avait des coups de fil à passer. Chester devait avoir des informations préliminaires, et Miguel Daly attendait de ses nouvelles. Alors que Warren rassemblait les peluches préférées d'Emma pour les emmener à l'hôpital, son téléphone vibra, un message d'un numéro inconnu lui parvint. Ici Tony Monroe. Il faut qu'on parle. Je pense qu'on peut trouver une solution qui profite à tout le monde. Warren fixa le message un long moment, puis le supprima sans répondre. Monroe apprendrait bien assez tôt que Warren Beard ne cherchait pas à régler quoi que ce soit. La guerre avait commencé, et Monroe ignorait totalement quel genre d'ennemi il s'était fait. Chapitre 3. Recueillir des renseignements. Chester Cooper ressemblait à un comptable d'âge moyen. Taille moyenne, cheveux bruns clairsemés, lunettes à monture métallique, ce qui le rendait parfait pour le genre de travail qu'il faisait réellement.
Il était arrivé à Cedar Falls à l'aube et avait passé la journée à effectuer ce qu'il appelait par euphémisme des recherches d'antécédents. Le soir, il avait suffisamment d'informations sur Tony Monroe pour remplir une petite bibliothèque. Warren le retrouva à une aire de repos pour camions à l'extérieur de la ville, où Chester étala des dossiers sur un stand dans un coin du fond, à l'écart des autres clients. « Votre Monroe est un sacré numéro. » Chester commença à ouvrir le premier dossier. À 38 ans, il possède 3 commerces en ville, une concession automobile, une entreprise de construction et un restaurant. Tous hérités de son père, qui les a bâtis de toutes pièces. Warren a étudié la photo de Monroe. Un bel homme aux cheveux noirs parfaitement coiffés et au sourire luxueux. Le genre d'homme qui n'avait jamais vraiment travaillé de sa vie. Et ses finances? C'est là que ça devient intéressant. Sur le papier, il vaut environ 2 millions. En réalité, il est endetté au maximum. Ses commerces perdent de l'argent, et il les utilise comme distributeurs automatiques depuis des années. Il doit beaucoup d'argent à des gens très hostiles. Chester a changé de chapitre. Sa vie privée est encore plus compliquée. 3 relations précédentes ont mal tourné. L'une d'elles a donné lieu à une ordonnance restrictive qui a mystérieusement disparu des archives judiciaires. Une autre femme, Marissa Courtourtenay, a quitté la ville subitement après 6 mois de relation avec lui. Je l'ai retrouvée. Elle est à Portland maintenant et refuse de parler de Monroe, mais elle est devenue très silencieuse quand j'ai mentionné son nom. Il a clairement un comportement récurrent. Et votre femme n'est pas sa première conquête conjugale. Il y a 2 ans, il a eu une liaison avec Elena Denny, l'épouse d'un entrepreneur local. Lorsque son mari l'a découvert, il a confronté Monroe publiquement au country club. 3 jours plus tard, l'entreprise de construction de Denny a perdu tous ses contrats municipaux. Une semaine plus tard, son camion a mystérieusement pris feu. Denny a fini par vendre et quitter la ville. Warren a mémorisé chaque détail. Monroe utilise ses relations et ses ressources pour éliminer les menaces, mais il n'a jamais affronté quelqu'un avec ses compétences particulières. Qu'en est-il de la situation juridique? Le visage de Chester s'est assombri. Monroe a le meilleur avocat du monde, et il présente l'affaire comme un tragique accident causé par une urgence médicale. Son médecin de famille, Ernest Walton, a déjà déposé un rapport affirmant que Monroe souffre d'une maladie cardiaque rare pouvant entraîner une perte de connaissance soudaine. Découverte opportunément après l'accident. Exactement. Mais voilà le problème, le docteur Walton doit de l'argent à Monroe. Son fils a accumulé des dettes de jeu il y a 2 ans et Monroe les a remboursées en échange de contreparties futures. Cette histoire de maladie cardiaque, c'est Monroe qui réclame une faveur. Warren referma le dossier et se laissa aller. Et la sécurité physique? Monroe vit dans une résidence sécurisée appelée Oco Estate. La maison est équipée d'un système de sécurité électronique. Et il a engagé des agents de sécurité privés depuis l'accident. 2 gardes le jour, 1 la nuit, tous de l'entreprise de sécurité de Dominic Coyle. Je connais Coyle. Nous avons servi ensemble brièvement. Il dirige une entreprise légitime. Ces hommes ignorent qui est vraiment Monroe. Pour eux, ce n'est qu'un homme d'affaires qui a besoin de protection après un accident de voiture. Ce ne sera pas un problème si nous sommes prudents. Warren hocha la tête. Une sécurité professionnelle respecterait les règles d'engagement et les protocoles. On pourrait les contourner. Chester sortit un autre dossier. J'ai aussi fait des recherches sur votre femme. Vous pourriez vouloir voir ça. Warren serra les dents, mais il ouvrit le dossier. Les relevés financiers d'Alexander montraient une tendance à des achats coûteux au cours de l'année écoulée. Bijoux, vêtements, soins de spa, bien au-delà de ce que les revenus de Warren pouvaient supporter. Monroe finance son train de vie depuis des mois, expliqua Chester. Carte de crédit, courses, location d'une BMW qui n'est pas à votre nom. Warren l'a manipulée, la rendant dépendante de lui. L'information la blessa, mais Warren s'en doutait. Alexandra avait toujours voulu plus que ce que sa pension militaire et ses revenus de camionneur pouvaient lui offrir. Monroe lui avait offert un avant-goût de la vie qu'elle pensait mériter. Encore une chose, dit Chester en montrant un dernier document. Miguel Daly, le témoin qui a vu l'accident. Ce n'est pas qu'un ouvrier du bâtiment. C'est un ancien député qui a effectué 2 missions en Irak. Il sait ce qu'il a vu, et il ne croit pas à l'histoire de l'épisode médical. Warren prit l'adresse fournie par Chester.
Miguel Daly pourrait être la clé pour monter un dossier que les avocats de Monroe ne pourraient pas rejeter. Quel est le plan? Demanda Chester. Warren resta silencieux un long moment, digérant tout ce qu'il avait appris. Monroe pensait pouvoir acheter son échappatoire à une tentative de meurtre, en utilisant argent et relations pour échapper à la justice. Il avait sous-estimé deux facteurs cruciaux. Les capacités de Warren et son refus absolu de pardonner à quiconque a blessé sa fille. Première phase, la guerre de l'information. Monroe a bâti sa vie sur son image et sa réputation. Nous allons systématiquement détruire les deux. Deuxième phase, l'aspect économique. Nous avons coupé ses ressources financières et l'avons isolé de son réseau de soutien. Troisième phase, Warren n'a pas terminé sa peine, mais Chester a compris. Ils avaient tous deux participé à des opérations où les problèmes ont été résolus définitivement. Combien de temps avons-nous? La comparution de Monroe aura lieu la semaine prochaine. Ses avocats sont convaincus de pouvoir obtenir une réduction des charges à la conduite imprudente avec sursis. Nous devons agir avant. Chester commença à ranger les dossiers. Je vais commencer à passer des appels. Nous aurons besoin de matériel de surveillance, d'électronique spécialisée et de quelques personnes capables de poser des questions sans attirer l'attention. Alors qu'il s'apprêtait à partir, le téléphone de Warren a sonné à l'hôpital. Emma le demandait. Allez, dit Chester. Je m'occuperai de l'installation, mais Warren, une fois que nous aurons commencé, il n'y aura plus de retour en arrière. Monroe ne disparaîtra pas sans bruit. Warren se leva et mit sa veste sur son épaule. J'y compte bien. Les hommes comme Monroe pensent que l'argent et les relations les rendent intouchables. Ils n'ont jamais affronté quelqu'un qui est appris à chasser les humains par profession. Le trajet de retour à l'hôpital dura 20 minutes, mais Warren imaginait déjà les imprévus. Monroe avait commis l'erreur d'impliquer des innocents, Emma, Madame Peterson et maintenant Alexandra, dans ces jeux. Warren avait appris depuis longtemps que le moyen le plus efficace de vaincre un ennemi n'était pas de l'attaquer directement, mais de démanteler leur monde morceau par morceau jusqu'à ce qu'il ne leur reste plus rien à combattre. Le temps que Monroe comprenne ce qui se passait, il serait bien trop tard. Emma était réveillée à l'arrivée de Warren, et son sourire lui rappela pourquoi il agissait ainsi. Elle était la seule chose qui comptait. Tout le reste, son mariage, son ancienne vie, son contrôle soigneusement maintenu, était prêt à être sacrifié s'il fallait la protéger. Papa, veux-tu me raconter une histoire? Warren s'installa dans le fauteuil près de son lit et commença à lui raconter l'histoire d'une princesse courageuse qui avait affronté un dragon. Il n'avait pas mentionné que, dans sa version, la princesse bénéficiait de l'aide d'un guerrier qui veillait à ce que les dragons ne menacent plus jamais personne. Chapitre 4. Le premier coup. Une semaine après l'accident, Warren mit son plan à exécution. Tandis qu'Emma continuait sa convalescence à l'hôpital, puisant des forces dans ses visites quotidiennes et retrouvant peu à peu son enthousiasme, Warren et Chester commencèrent à démanteler systématiquement la vie soigneusement construite de Tony Monroe. La première cible était la réputation de Monroe. Dans une petite ville comme Cedar Falls, l'image était primordiale. Monroe avait passé des années à se forger une image d'homme d'affaires prospère et de pilier de la communauté. Chester avait découvert que Monroe siégeait au conseil d'administration de l'hôpital, au comité du country club et était un donateur important d'organismes caritatifs locaux, autant de postes qui dépendaient de la confiance du public. Miguel Daly s'avéra être exactement l'allié dont Warren avait besoin. L'ancien député rencontra Warren dans un restaurant en périphérie de la ville. Et Warren reconnut immédiatement un esprit semblable, un homme qui avait vu le combat et compris que certains combats ne se gagnaient pas avec des mots. J'attendais que quelqu'un prenne ça au sérieux, dit Miguel en faisant glisser un dossier sur la table. Le rapport de police a été expurgé avant même d'arriver sur le bureau. Sergent. 3 témoins disent tous la même chose, et on dirait que ça devient une urgence médicale. Qu'avez-vous vu? Monroe a accéléré vers ce carrefour. J'étais dans l'équipe qui réparait les feux de signalisation, j'avais donc une vue parfaite. Il a regardé droit dans la voiture de votre fille, a accéléré et les a percutés délibérément. Le visage buriné de Miguel s'est durci. J'ai vu des combats, Monsieur Beard. Je sais faire la différence entre un accident et une agression. Allez-vous témoigner? J'ai déjà essayé. Les avocats de Monroe ont obtenu du procureur que ma déclaration soit classée comme témoignage non fiable, car j'aurais été distrait par mon travail. C'est drôle qu'ils aient découvert ma demande d'invalidité pour TSPT datant d'il y a 3 ans. Warren a assimilé ça. L'influence de Monroe s'étendait au système judiciaire,
mais cela signifiait simplement que Warren devait travailler en dehors. Miguel, que dirais-tu de m'aider à rassembler des preuves supplémentaires? Le XMPP a étudié Warren attentivement. Quel genre de preuves? Celles qui prouvent que Monroe n'est pas l'homme qu'il prétend être. 2 jours plus tard, la campagne de Warren a débuté. La première phase a été subtile. Des informations anonymes ont été transmises aux médias locaux concernant les pratiques commerciales de Monroe. Chester avait découvert que l'entreprise de construction de Monroe avait lésiné sur plusieurs projets municipaux en utilisant des matériaux de qualité inférieure tout en facturant des fournitures de première qualité. Les seules violations de sécurité ont suffi à déclencher des enquêtes. Le Cedar Falls Gazette a reçu un dossier contenant des photos de construction, des factures et des spécifications de matériaux qui montraient clairement les anomalies. En quelques heures, la journaliste Suzanne Free téléphonait aux inspecteurs municipaux. Simultanément, Warren s'en est pris au statut social de Monroe. Le Country Club, dont Monroe était membre, imposait des exigences strictes en matière de moralité. Une lettre anonyme adressée au conseil d'administration, accompagnée de photos de la voiture de Monroe après l'accident et de copies de témoignages, a soulevé des questions quant à la pertinence pour un homme accusé d'agression au volant de représenter le club auprès de la communauté. La pression psychologique a immédiatement commencé. Le téléphone de Monroe se mit à sonner, submergé de questions embarrassantes de la part de ses partenaires commerciaux, de fonctionnaires municipaux et de ses relations sociales. Warren, de l'autre côté de la rue, observait Monroe quitter son immeuble, arborant désormais son air habituel. Mais Monroe n'était pas passif. Jeudi soir, Warren quittait l'hôpital lorsque 2 hommes l'abordèrent sur le parking. Des hommes de main, probablement venus de l'extérieur. Monroe avait eu l'intelligence de ne pas faire appel à des talents locaux. Monsieur Barbe, Monsieur Monroe aimerait vous parler. Warren évalua rapidement la situation. Les 2 hommes étaient armés et se positionnaient de manière à contrôler ses mouvements. Autrefois, cela aurait été un simple problème tactique avec une solution permanente. Mais Emma était à l'étage, et Warren ne pouvait rien risquer qui puisse compromettre son accès à elle. Dites à Monroe que s'il veut parler, il peut m'appeler comme une personne civilisée. Je ne pense pas que vous compreniez. Warren s'est déplacé plus vite que prévu. Son entraînement militaire prenait le dessus. En quelques secondes, l'un des hommes était au sol, l'épaule déboîtée, et l'autre plaqué contre une voiture, l'avant-bras de Warren sur la gorge. Non, vous ne comprenez pas, dit Warren d'une voix calme. C'est un hôpital. Il y a des enfants ici, dont ma fille. Si je vous revois près d'ici, je vous montrerai d'autres compétences que l'armée m'a enseignées. Il relâcha l'homme et retourna calmement vers l'entrée de l'hôpital, sachant qu'il ne le poursuivrait pas dans le bâtiment. Mais le message était clair. Monroe se sentait suffisamment menacé pour passer à l'intimidation. Cette nuit-là, Warren appela Chester avec de nouvelles instructions. Passez à la phase 2. Je veux que la situation financière de Monroe s'effondre. Chester s'y était préparé. Au cours du week-end, plusieurs événements se sont produits simultanément. La banque de Monroe a reçu une information anonyme concernant un potentiel blanchiment d'argent dans ses entreprises, déclenchant un audit immédiat de ses comptes. L'agence de cautionnement de son entreprise de construction a été informée des violations de sécurité, ce qui a entraîné la suspension de sa capacité à soumissionner pour de nouveaux projets, et son principal créancier a reçu des informations suggérant que Monroe avait dissimulé des actifs lors de son divorce avec sa première épouse. Lundi matin, les lignes de crédit de Monroe étaient gelées, ses activités commerciales suspendues et ses actifs faisaient l'objet d'une enquête. Le château de cartes financier qui avait soutenu son train de vie pendant des années commença à s'effondrer. Warren observait les résultats depuis son poste habituel, en face de l'immeuble de bureau de Monroe. Monroe arriva en retard, son costume coûteux froissé, ses cheveux impeccablement ébouriffés. Tout au long de la journée, Warren observa les créanciers et les enquêteurs en colère entrer et sortir du bâtiment. À 15 heures, Monroe émergea et se tint sur le trottoir, observant directement la position de Warren. Même de loin, Warren pouvait lire la rage et le désespoir dans l'attitude de l'homme. Monroe sortit son téléphone et passa un appel. Le téléphone de Warren sonna quelques instants plus tard. Espèce de fils de pute. La voix de Monroe était tendue, marquée par une fureur à peine contenue. Tu te crois malin, n'est-ce pas? Je crois que tu as essayé de tuer ma fille et d'utiliser ma femme pour étouffer l'affaire. Ce n'est pas fini, Barbe. Tu n'as aucune idée de qui tu es. En fait, si.
Tu es un garçon riche et gâté qui n'a jamais eu à subir de véritables conséquences. Mais ça va bientôt changer. Warren raccrocha et retourna à son camion. La phase 2 se déroulait parfaitement. Monroe était en colère, désespéré et commettait des erreurs. Bientôt, il ferait une bêtise, et quand ce serait le cas, Warren serait prêt. Ce soir-là, alors que Warren était assis avec Emma pour l'aider à résoudre un puzzle, elle le regarda d'un air sérieux. « Papa, es-tu en colère contre maman ?» Warren a pesé ses mots avec soin. « Maman a fait des choix qui ont blessé notre famille, ma chérie. Mais rien de tout ça n'est de ta faute. Et quoi qu'il arrive, tu es la chose la plus importante au monde pour moi. » Emma hocha la tête solennellement. « J'ai entendu les infirmières parler. Elles ont dit que l'homme qui nous a frappés n'aurait peut-être pas d'ennui. Ne t'inquiète pas pour ça. Petite fille. Parfois, les adultes doivent gérer des problèmes complexes à leur manière. » Emma lui serra la main. « Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, Emma, plus que tu ne le sauras jamais. » Tandis que Warren bordait Emma pour la nuit, il repensa à la menace de Monroe. L'homme croyait encore que c'était un jeu qu'il pouvait gagner par l'intimidation et l'argent. Demain, Warren commencerait à lui faire comprendre à quel point il avait tort. Chapitre 5. Guerre psychologique. Dès la deuxième semaine de campagne de Warren, Tony Monroe commençait à craquer. Son empire commercial était sous enquête. Son statut social s'effondrait et ses ressources financières étaient de plus en plus limitées. Mais Warren ne faisait que commencer. Chester avait recruté du renfort, une équipe de spécialistes qui lui devaient des faveurs depuis leur service militaire. Ils commencèrent à surveiller Monroe 24 heures sur 24, documentant ses moindres faits et gestes, ses associés et ses faiblesses. Ce qu'ils découvrirent dressa le portrait d'un homme sombrant dans la paranoïa et le désespoir. Il boit beaucoup, rapporta Chester lors de leur briefing matinal au relais routier. Ils commencèrent à recruter davantage d'agents de sécurité, mais il commença à manquer de ressources. Il a de l'argent pour les payer et il commet des erreurs. Quel genre d'erreur? Hier soir, il s'est rendu à une réunion avec Russ Branch. Vous vous souvenez de lui? Le requin solitaire qui finance certaines opérations de Monroe. Notre surveillance a enregistré toute la conversation. Monroe supplie pour des prolongations de dettes et Branch ne s'intéresse pas aux excuses. Warren a étudié les photos de surveillance. Monroe avait l'air hagard, ses vêtements coûteux froissés, son attitude assurée remplacée par l'air traqué d'un animal acculé. Ce n'est pas tout, a poursuivi Chester. Monroe a essayé de rendre visite à votre femme hier, mais elle n'a pas voulu le voir. Apparemment, la procédure de divorce ne se déroule pas aussi bien qu'elle l'espérait. Le gel des avoirs de Monroe l'empêche de lui offrir le train de vie qu'il lui avait promis. Warren a ressenti une satisfaction sombre. Alexandra apprenait que sa nouvelle vie s'accompagnait de complications. Qu'en est-il de la situation juridique? Sa comparution en justice aura lieu demain. Le procureur le traite toujours comme un homicide involontaire avec possibilité de plaider pour conduite imprudente. Mais notre campagne médiatique fonctionne. L'opinion publique est désormais pressée de prendre cette affaire au sérieux. Warren avait orchestré une campagne d'information rigoureuse par l'intermédiaire de Miguel Daly et d'autres contacts. Des lettres à la rédaction s'interrogeaient sur le traitement de faveur accordé à un riche homme d'affaires. Des publications sur les réseaux sociaux soulignant l'impact sur les victimes et des conversations discrètes avec des responsables locaux avaient fait évoluer l'opinion publique. Monroe n'était plus un simple citoyen bénéficiant d'un bon avocat. Il était un symbole des inégalités dans le système judiciaire. Il était temps de passer à la troisième étape. Warren décida, je veux que Monroe comprenne que ce n'est pas seulement une question d'argent ou de réputation. C'est personnel. Ce soir-là, Warren se rendit chez Monroe à Oco Estate. Les agents de sécurité à l'entrée le reconnurent grâce aux photos que Monroe avait sans doute fournies, mais Warren ne cherchait pas à se cacher. Il voulait que Monroe sache qu'il était là. Je suis ici pour voir Tony Monroe, dit Warren aux gardes. Dites-lui que Warren Beard aimerait avoir la conversation qu'il réclamait. 20 minutes plus tard, Monroe apparut à l'entrée, flanqué de 2 agents de sécurité privés. De près, Warren put constater l'impact des dernières semaines. Les mains de Monroe tremblaient légèrement et son regard avait l'air hyper vigilant d'un homme qui ne dort pas bien. Tu as du cran de venir ici, dit Monroe, essayant de retranscrire son ancienne assurance. Tu veux parler? Parlons. Monroe congédia ses gardes d'un geste, s'approchant du portail,
mais gardant la barrière entre eux. Que veux-tu, Barb? Je veux que tu comprennes quelque chose. Tu n'as pas juste percuté une voiture. Tu n'as pas juste blessé ma fille. Tu l'as regardée dans les yeux et tu as tenté de tuer une enfant de 9 ans parce que tu voulais me faire du mal. C'était un accident. Miguel Daly t'a vu accélérer. 3 autres témoins confirment que tu as grillé un feu rouge délibérément. Mais plus rien n'a d'importance, car nous avons dépassé le stade où les tribunaux et les avocats peuvent régler ça. La façade de Monroe s'est légèrement fissurée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as pris ça personnellement en impliquant Emma. Maintenant, tu vas apprendre ce qui arrive quand on menace quelque chose que j'aime. Warren se tourna pour partir puis marqua une pause. Au Monroe, tu devrais peut-être vérifier ton système de sécurité. Je te surveille depuis des semaines et tes gardes sont bons, mais ils ne sont pas si bons que ça. Alors que Warren retournait à son camion, il vit Monroe vérifier frénétiquement il essayait probablement de contacter une société de sécurité. Au matin, Monroe découvrirait que plusieurs caméras de surveillance avaient mystérieusement dysfonctionné, que son système d'alarme avait une faille de couverture et que quelqu'un s'était approché suffisamment près de chez lui pour laisser un simple message. Emma Beard se souvient que la pression psychologique produisait l'effet escompté. Monroe adoptait des comportements de plus en plus désespérés et son comportement aliénait les rares alliés qui lui restaient. Suzanne Free, de la Gazette, avait enquêté sur ses antécédents et découvert le schéma des femmes qui avaient quitté la ville après l'avoir fréquentée. Le conseil d'administration de l'hôpital réexaminait son adhésion après que des familles de patients se soient interrogées sur les raisons pour lesquelles un homme accusé au pénal prenait des décisions concernant leurs soins. Mais l'erreur la plus grave de Monroe restait à commettre. Le lendemain matin, Warren prenait son petit déjeuner avec Emma dans sa chambre d'hôpital lorsque son téléphone sonna. Le docteur Reyes semblait secoué. « Monsieur Beard, je dois vous informer que quelqu'un a tenté d'accéder au dossier médical d'Emma la nuit dernière. Notre service informatique a remonté la piste de la tentative de piratage jusqu'à une adresse IP enregistrée au nom de Monroe. » Warren fut submergé par une rage glaciale. Quel genre d'informations recherchait-il? Patients dossiers médicaux, informations d'assurance, plan de sortie. Nous avons stoppé la brèche, mais le docteur Reyes a marqué un temps d'arrêt. Il y a autre chose. Monroe s'est renseigné sur le programme de traitement d'Emma lorsqu'elle serait transférée dans différents services, ce genre de choses. L'implication était claire. Monroe prévoyait soit d'utiliser les informations médicales d'Emma contre Warren, soit pire. Il préparait peut-être une nouvelle tentative pour la blesser. « Docteur, j'ai besoin d'une sécurité renforcée pour la chambre d'Emma immédiatement. » C'est déjà fait. La sécurité de l'hôpital est postée à l'extérieur et j'ai indiqué au personnel que seuls les membres de la famille proche y ont accès. Après avoir raccroché, Warren a regardé Emma, qui coloriait un livre, inconsciente des dangers qui l'entouraient. Elle paraissait si petite sur son lit d'hôpital, portant encore les traces physiques de l'agression de Monroe. Ce spectacle a renforcé la détermination de Warren. Monroe venait de franchir la ligne sans retour. Warren a appelé Chester avec de nouvelles instructions. Toutes les entraves sont levées. Monroe vient de s'en prendre à Emma à nouveau. Je veux qu'il soit complètement isolé et détruit avant qu'il ne puisse faire du mal à quelqu'un d'autre. À quoi pensez-vous? Il est désespéré. Maintenant, ce qui le rend imprévisible. Les hommes désespérés font des bêtises et les bêtises créent des opportunités. Cet après-midi-là, Warren mit en œuvre la phase la plus impitoyable de son plan. Utilisant des contacts de son passé militaire, il fit en sorte que Monroe reçoive des informations très troublantes. Des documents médicaux suggérant que Warren Beard n'était pas seulement un chauffeur de camion et un vétéran, mais un ancien spécialiste des opérations noires avec un bilan à 2 chiffres. Le profil psychologique dépeignait Warren comme un homme ayant éliminé des cibles sur 3 continents. Quelqu'un formé aux techniques d'interrogatoire avancées et habile à faire disparaître les problèmes définitivement. La plupart de ces informations étaient de la fiction, mais une fiction crédible, créée par des gens qui comprenaient la guerre psychologique. Monroe recevait ces informations par des canaux secrets, des contacts qui devaient des faveurs, des détectives privés à qui l'on pouvait faire confiance pour transmettre un message sans en révéler la source. Le soir, Monroe croirait avoir affaire à un ennemi bien plus dangereux qu'il ne l'imaginait. Le téléphone de Warren vibra, un SMS provenant d'un numéro inconnu. « Je sais ce que tu es vraiment. Éloigne-toi de moi et des miens, ou je vais tout dire à la police. » Warren sourit d'un air sombre. Monroe avait pris l'appât et était parfaitement piégé.
Vient ensuite la phase finale, forçant Monroe à se détruire par ses propres actions. Le piège était tendu. Warren n'avait plus qu'à attendre que Monroe tombe dedans. Chapitre 6. Le piège se referme. Le désespoir de Monroe atteignit son paroxysme 3 jours après avoir reçu les fausses informations sur les antécédents de Warren. Au lieu de reculer, il choisit l'escalade. Exactement ce sur quoi Warren comptait. Le premier signe apparut lorsque Chester appela Warren à 6 heures du matin pour lui annoncer une nouvelle urgente. Les tueurs à gages de Monroe, dit Chester sans préambule. 2 professionnels de Chicago sont arrivés hier soir. Ce ne sont pas des hommes musclés comme ceux qui vous abordent à l'hôpital. Ce sont des vrais. Warren sentit une froideur familière l'envahir. Où sont-ils maintenant? La surveillance les a filmés en train de s'enregistrer au Marriott sous de faux noms. Ils vous ont interrogé sur vos habitudes. L'emploi du temps d'Emma à l'hôpital, et même les places de parking habituelles de votre camion. Warren regarda Emma, qui dormait encore paisiblement dans son lit d'hôpital. Monroe avait franchi le pas après une tentative de meurtre. Conspiration pour meurtre. Plus de demi-mesure désormais. Rappelons nos équipes de surveillance. Je ne veux pas que quiconque soit pris entre deux feux. Warren, ce ne sont pas des voyous. Si Monroe a engagé des professionnels, il est temps pour lui d'apprendre à reconnaître un vrai professionnel. Warren s'était préparé à cette éventualité depuis le début de la campagne. Son camion était équipé d'équipements de communication de qualité militaire, de gilets pare-balles et d'autres outils inhabituels pour les véhicules civils. Plus important encore, il avait passé des semaines à étudier chaque aspect du quotidien de Monroe, ses dispositifs de sécurité et ses voies de fuite. À 10 heures du matin, Warren l'embrassa et lui dit qu'il avait des affaires à régler. Elle le serra fort dans ses bras et, l'espace d'un instant, Warren se demanda si elle percevait le danger qui les entourait. « Fais attention, papa. Je suis toujours mon amour. » Le premier arrêt de Warren fut au commissariat de Cedar Falls où il rencontra l'inspecteur GMO Hansen, l'officier officiellement chargé de l'affaire d'Emma. Hansen était un bon policier coincé dans une situation délicate. Les relations politiques de Monroe avaient limité son enquête, mais il se souciait toujours de la justice. « Inspecteur, j'ai des raisons de croire que Tony Monroe a engagé des prestataires extérieurs pour intimider les témoins dans l'affaire Emma. » Warren a fourni des images de surveillance soigneusement montées montrant les 2 professionnels de Chicago effectuant une reconnaissance de l'hôpital et photographiant le camion de Warren. Ces images ne révélaient pas la surveillance de Warren lui-même, mais elles montraient clairement des activités suspectes d'individus étrangers liés à Monroe. Cela change tout, a déclaré Hansen après avoir étudié les preuves. Si Monroe utilise un talent pour intimider les témoins, cela démontre une conscience de culpabilité et une obstruction à la justice. Plus important encore, cela montre qu'il est dangereux pour d'autres victimes potentielles. Hansen a immédiatement mis Monroe sous surveillance et a entamé les démarches pour obtenir des mandats. Warren venait de fournir aux forces de l'ordre la justification nécessaire pour prendre Monroe au sérieux comme une menace. Mais Warren n'en avait pas fini. La deuxième phase de son piège consistait à forcer Monroe à une confrontation publique qui anéantirait toute sympathie restante à son égard dans la communauté. Warren a garé un camion devant la concession de Monroe et a attendu. Les caméras de sécurité enregistreraient tout ce qui se passerait ensuite, fournissant une preuve irréfutable de l'état d'esprit et du comportement de Monroe. Monroe est apparu quelques minutes plus tard, flanqué des 2 professionnels de Chicago et de son équipe de sécurité habituelle. Il s'est approché du camion de Warren avec l'assurance d'un homme qui croyait avoir toutes les cartes en main. « Barbe, sors du camion. On en finit aujourd'hui. » Warren est sorti lentement, les mains visibles, s'assurant que les caméras de sécurité captent la posture agressive et le langage menaçant de Monroe. « Tu veux parler, Monroe ? Parlons. Tu te crois malin, tu répands des mensonges sur moi, tu détruis mon entreprise. » La voix de Monroe montait, attirant l'attention des passants. « Tu penses pouvoir m'intimider ? Je pense que tu as essayé d'assassiner ma fille et que tu as engagé des tueurs pour faire taire les témoins. Ce n'est pas de l'intimidation. C'est un fait. Tu es délirant. » Monroe criait maintenant, complètement défait. « J'ai eu une urgence médicale. C'était un accident. Miguel t'a vu accélérer tous les jours. 3 témoins t'ont vu le viser. Sa voiture, et maintenant tu as fait venir des hommes de main de Chicago pour menacer quiconque pourrait témoigner contre toi. » Monroe son visage devint blanc.
Il ne s'attendait pas à ce que Warren soit au courant pour les professionnels engagés, et sa réaction était enregistrée par plusieurs caméras de sécurité. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Ils s'appellent Wesley Reyes et Bill Moses, dit Warren, utilisant des noms obtenus par ses contacts. Ils se sont enregistrés au Marriott il y a 2 jours et surveillent la chambre d'hôpital de ma fille. Monroe jeta instinctivement un coup d'œil aux 2 hommes qui l'encadraient, et ce regard fut capté par la caméra. À cet instant, il confirma les accusations de Warren sans un mot. Tu es fou, dit Monroe. Mais sa voix manquait de conviction. Peut-être. Mais j'ai aussi raison. Warren s'approcha, baissant la voix pour que les caméras ne captent pas ses paroles. Tu as commis une erreur, Monroe. Tu as impliqué Emma. J'aurais peut-être fini par te pardonner tout le reste, mais tu as regardé ma fille de 9 ans dans les yeux et tenté de la tuer. C'est quelque chose que je ne pourrai jamais oublier. Monroe ouvrit la bouche pour répondre, mais Warren retournait déjà à son camion. La confrontation avait été filmée sous 3 angles différents, révélant le comportement de plus en plus dérangé de Monroe et ses liens évidents avec des agents suspects extérieurs à l'État. En moins d'1 heure, des images montées de la confrontation furent transmises anonymement à la Cedar Falls Gazette, à la chaîne de télévision locale et à plusieurs influenceurs des réseaux sociaux. Le soir venu, la vidéo allait devenir virale dans tout le comté, montrant Tony Monroe comme un homme instable proférant des menaces entouré d'hommes de main. Mais le véritable piège attendait encore. Cette nuit-là, Warren reçut l'appel qu'il attendait. Beard, ceci est ton dernier avertissement. Recule. Allais-tu avoir un autre accident avec ta fille? Monroe, tu viens de menacer un enfant sur une ligne enregistrée. Espérons que tes avocats sont plus compétents que tu ne le penses. Warren raccrocha et transmit immédiatement la menace enregistrée à l'inspecteur Hansen, qui avait déjà préparé des mandats d'arrêt. La combinaison de l'intimidation des témoins, de l'importation de criminels par-delà les frontières de l'État et des menaces directes contre un mineur donna aux forces de l'ordre tout ce dont elles avaient besoin pour agir avec détermination. À 3 heures du matin, des perquisitions simultanées perquisitionnèrent le domicile de Monroe, son entreprise, et l'hôtel où séjournaient les professionnels de Chicago. Monroe fut arrêté pour de multiples chefs d'accusation, complot en vue d'intimider des témoins, menaces terroristes et obstruction à la justice. Les tueurs à gages furent placés en garde à vue pour port d'armes et détenus sans caution, ce qui bloqua l'enquête sur leurs antécédents. Warren suivait les informations depuis la chambre d'hôpital d'Emma, où elle devait finalement sortir plus tard dans la journée. L'homme qui m'a fait du mal est en prison, demanda Emma, ne comprenant pas pleinement la situation, mais sentant que quelque chose avait changé. Oui, ma chérie. Il ne peut plus faire de mal à personne. Mais Warren savait que la véritable solution était encore à venir. L'arrestation de Monroe n'était qu'un début. La justice traiterait les accusations criminelles. Mais Warren avait en tête une justice plus profonde, une justice qui garantirait que Monroe ne menacerait plus jamais un innocent. Alors qu'il aidait Emma à préparer ses affaires pour le voyage de retour, Warren songea à la perfection avec laquelle Monroe s'était détruit. Chaque geste de cet homme, engager des tueurs, proférer des menaces, intensifier la confrontation, était exactement ce que Warren l'avait poussé à faire. Monroe avait cru se battre contre un chauffeur de camion ayant reçu une formation militaire. Il n'avait jamais réalisé qu'il avait affaire à quelqu'un qui comprenait que le moyen le plus efficace de détruire un ennemi était de le laisser se détruire lui-même. Le piège avait parfaitement fonctionné. Venait maintenant l'acte final. Chapitre 7, le jugement dernier. Le retour d'Emma aurait dû être une célébration, mais Warren savait que ce n'était que le calme avant la tempête finale. Alors que Monroe était incarcéré dans la prison du comté en attente de son procès pour de multiples crimes, Warren avait découvert quelque chose qui changeait tout. L'équipe juridique de Monroe préparait une défense pour folie basée sur le profil psychologique même que Warren avait utilisé pour le manipuler. Le docteur Ernest Walton, le médecin de famille de Monroe, était prêt à témoigner que Monroe souffrait de délire paranoïaque déclenché par le harcèlement d'un dangereux agent militaire. La stratégie de défense était brillante. Utiliser la propre guerre psychologique de Warren contre lui en prétendant qu'elle avait conduit Monroe à une folie temporaire. Ils vont vous faire passer pour l'agresseur, expliqua Chester lors de leur rencontre à l'aire de repos. Les avocats de Monroe ont trouvé des preuves de notre surveillance. La campagne de pression financière, tout. Ils soutiennent que vous avez systématiquement torturé leurs clients jusqu'à ce qu'ils perdent la raison. Pan. Warren a étudié le dossier juridique que Chester avait obtenu grâce à ses contacts au tribunal. Qu'en est-il des tueurs à gages?
Ils prétendent que Monroe a engagé des gardes du corps parce qu'il craignait pour sa vie. Ses avocats présentent cela comme une légitime défense de la part d'un homme d'affaires traqué par un tueur entraîné. L'ironie n'a pas échappé à Warren. L'équipe juridique de Monroe utilisait ses propres tactiques, manipulation des perceptions et pression psychologique, pour construire une défense potentiellement efficace. En cas de succès, Monroe bénéficierait d'un traitement plutôt que d'une peine de prison, et Warren pourrait être poursuivi pour harcèlement et intimidation. Ce n'est pas tout, a poursuivi Chester. Votre femme a accepté de témoigner pour la défense de Monroe. Elle va prétendre que vous avez eu un comportement dangereux et instable tout au long de votre mariage, qu'elle craignait pour sa sécurité et ses émissions. Warren a encaissé cette trahison avec la même froideur qu'il avait manifestée tout au long de la campagne. Alexandra avait désormais totalement choisi son camp, prête à sacrifier la justice de sa propre fille pour sauver son amant. Quel est son argument? La garde exclusive d'Emma en échange de son témoignage. Les avocats de Monroe soutiennent qu'Emma n'est pas en sécurité avec vous, compte tenu de votre instabilité présumée et de vos antécédents de violence. Warren regardait par la fenêtre le parking, observant des gens normaux vaquer à leurs occupations, ignorant que leur monde était peuplé de prédateurs comme Monroe et de complices comme Alexandra. Tout ce qu'il avait construit, sa relation avec Emma, sa vie civile soigneusement contrôlée, son espoir d'un avenir normal, était systématiquement détruit par des gens qui ne voyaient en sa fille qu'un pion dans leur jeu. Combien de temps nous reste-t-il? L'audience préliminaire aura lieu la semaine prochaine. Si l'équipe de Monroe parvient à établir son récit, vous pourriez être arrêté dès le mois prochain. Warren a pris sa décision. Le système judiciaire était compromis depuis le début. L'argent et les relations de Monroe l'avaient corrompu de manière irréparable. Mais Warren avait toujours su que cela pourrait arriver et il s'y était préparé. Chester, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Emmène Emma dans un endroit sûr. Un endroit où les gens de Monroe ne pourront pas la trouver. Warren, que prépares-tu? Que aurais-je dû faire dès le début? Ce soir-là, Warren a bordé Emma dans le petit lit. L'appartement qu'il avait loué près de l'hôpital. Elle lui demandait pourquoi il ne pouvait pas retourner dans leur ancienne maison, pourquoi maman ne venait pas, pourquoi les gentils policiers continuaient à les surveiller. Papa, on a des ennuis? Warren était assis au bord de son lit et lui caressait les cheveux. Elle ressemblait tellement à celle de sa mère, des années avant qu'Alexandra ne devienne quelqu'un d'autre. Certains essaient de nous créer des problèmes, ma chérie. Mais je veillerai à ta sécurité quoi qu'il arrive. On se voit demain? La gorge de Warren se serra. Je veillerai à ce qu'on prenne soin de toi, Emma. Oncle Chester va t'emmener faire un voyage spécial pendant que papa s'occupe de problèmes d'adultes. Emma observa son visage avec l'intuition que possèdent parfois les enfants. Tu pars un petit moment? Mais il faut que tu te souviennes de quelque chose, d'accord? Peu importe ce qu'on te dit de moi, peu importe ce que tu entends à la télé ou ce que les autres disent, je t'aime plus que tout au monde. Tout ce que je fais, c'est pour te protéger. Emma le serra étroitement dans ses bras. Je t'aime aussi, papa. Tu es le meilleur papa de tous les temps. Warren a tenu sa fille pendant un long moment, mémorisant la sensation de ses armes légères autour de son cou, sa confiance totale dans sa capacité à la garder en sécurité. Quand ce fut fini, elle pourrait le détester pour ce qu'il allait faire, mais elle serait en vie pour le détester, et c'était tout ce qui comptait. Le lendemain matin, Warren a rencontré Chester à l'aube pour transférer Emma dans une maison dirigée par des gens qui devaient des faveurs Warren des temps anciens. Elle serait protégée et soignée tandis que Warren gérait la phase finale de sa guerre contre Monroe. Vous n'avez pas à faire cela, a déclaré Chester en regardant la voiture d'Emma disparaître sur une autoroute. Nous pourrions courir. Nouvelles identités, différents pays. Vous avez des contacts qui peuvent y arriver. Et laissez Monroe marcher librement. Laissez-le blesser d'autres enfants. Laissez Alexandra détruire la foi d'Emma dans la justice. Warren secoua la tête. Certaines vous battent pour vous battre parce que vous devez le faire. C'est l'un d'eux. Warren a passé le reste de la journée à faire des préparatifs finaux. Il a liquidé ses actifs, organisé la sécurité financière d'Emma, peu importe ce qui lui est arrivé, et a écrit une lettre détaillée expliquant ses actions à lire quand elle était assez vieille pour comprendre. Cette nuit-là, Warren a fait irruption dans la maison de Monroe. Le système de sécurité que Chester avait compromis des semaines plus tôt avait encore des vulnérabilités que Warren a exploitées. Monroe était détenu sans caution, mais Warren avait besoin d'accès aux espaces privés de l'homme. Son ordinateur, ses fichiers personnels,
la preuve de ce qu'il avait vraiment fait à Emma et à d'autres. Ce que Warren a trouvé dans le bureau privé de Monroe était pire qu'il ne l'avait imaginé. Des photos d'Emma ont pris des semaines avant l'accident, des notes détaillées sur son horaire scolaire et sa routine quotidienne, et des enregistrements de paiement à des personnes qui avaient fourni des informations sur la famille de Warren. L'attaque contre Emma n'avait pas été un acte de rage émouvant. Il avait été planifié, calculé, conçu pour blesser Warren de la manière la plus dévastatrice possible. Monroe avait étudié sa cible, identifié sa faiblesse et frappé de précision. Mais les preuves les plus accablantes étaient un fichier vidéo sur l'ordinateur privé de Monroe. Des images de sécurité de sa voiture montrant les moments avant la collision. Dans la vidéo, Monroe était clairement conscient et alerte, se dirigeant délibérément vers la voiture d'Emma pendant qu'elle le regardait directement par la fenêtre. Warren a tout copié sur plusieurs disques, puis a appelé le détective Hansen. « Détective, je viens de découvrir des preuves que l'attaque de Monroe contre Emma a été préméditée. Je vous envoie l'emplacement et les codes d'accès. Vous voudrez voir cela avant que ses avocats aient la chance de le détruire. Beard, comment est-ce que ça est important? Cette preuve prouve que Monroe est un prédateur qui a ciblé ma fille spécifiquement. Tout le reste n'est que du bruit. » Warren a raccroché et s'est rendu à la prison du comté où Monroe était détenu en attendant. Entrer à l'intérieur requis des appels et des faveurs de séjour militaire. Contact qui pourrait organiser une brève réunion avec un prisonnier sans documentation officielle. Monroe avait l'air hagardé et désespéré lorsqu'il a été amené dans la petite salle d'interview. 3 semaines de prison avaient dépouillé sa façade polie, révélant la créature faible et intitulée en dessous. « Vous fils d'une chienne », a déclaré Monroe, se lançant dans la même rage impuissante que Warren avait vue auparavant. « Vous détruisez ma vie. Vous avez retourné tout le monde contre moi. Vous. » J'ai trouvé une vidéo, Monroe. La bouche de Monroe s'est fermée, son visage devenant blanc, les images de sécurité de votre voiture, les photos d'Emma dans votre bureau, les enregistrements de paiement à vos informateurs. Warren se pencha en avant, la voix tombant à un murmure. Les mains de Monroe tremblent. Il n'y a pas de contrat, Monroe. Installation psychiatrique. Pas avec une phrase réduite. Pas avec de l'argent ou des connexions ou des astuces juridiques. Vous allez payer complètement. Warren est sorti de la prison et s'est rendu au seul endroit où il savait qu'il trouverait Alexandra, l'hôtel cher où elle séjournait depuis sa demande de divorce. Elle a répondu à sa porte portant un pyjama en soie et tenant un verre de vin, l'air plus détendu qu'elle n'avait le droit de lui donner que sa fille se remettait d'une tentative de meurtre. Warren, je me demandais quand tu venais. Je voulais te donner une chance de faire la bonne chose. Alexandra s'est éloignée pour le laisser entrer dans la suite. À payer, a noté Warren avec l'argent de Monroe alors qu'il était assis en prison. Quelle est la bonne chose, Warren? Vous laissant traîner Emma dans votre guerre avec Tony. La bonne chose est d'admettre que votre petit ami a essayé d'assassiner notre fille. C'était un accident. J'ai trouvé une vidéo, Alexandra. Les images de sécurité de sa voiture. Vous l'avez planifié, j'ai étudié la routine d'Emma, j'ai choisi le moment idéal pour l'attaquer, et vous l'avez planifié pour cela. Pour la première fois depuis l'arrivée de Warren, le sang-froid d'Alexandra a craqué. Elle posa son verre à vin avec des mains tremblantes. Ce n'est pas Tony ne le ferait pas. Vous savez ce qu'il est. Vous avez toujours su, mais vous l'avez choisi de toute façon parce qu'il vous a offert la vie que vous pensiez mériter. Alexandra s'enfonça dans une chaise, son visage s'effondrant. Je n'ai jamais voulu que Emma se blesse. Je n'ai jamais pensé. Vous n'avez jamais pensé. Vous n'avez jamais considéré personne d'autre que vous-même. Emma est presque morte. Alexandra, votre fille est presque décédée et vous l'aidez à l'attaquer ou à la couvrir. Des larmes coulaient maintenant le visage d'Alexandra. Mais Warren n'a ressenti aucune sympathie. Elle a fait ses choix et Emma avait payé le prix. Je ne peux pas changer ce qui s'est passé, chuchota Alexander. Mais je ne peux pas perdre Emma aussi. Elle est tout ce qui me reste. Vous avez perdu Emma au moment où vous avez choisi Monroe sur elle. L'audience de garde est la semaine prochaine. Vous allez retirer votre pétition et signer la garde complète pour moi. Je ne peux pas faire ça. Oui, vous pouvez. Parce que si vous ne le faites pas, je vais m'assurer que tout le monde sait exactement ce que vous êtes. Chaque ami, chaque membre de la famille, chaque personne que vous avez rencontrée saura que vous avez sacrifié la vie de votre fille pour un homme qui a tenté de l'assassiner. Warren a sorti son téléphone et a montré à Alexandra un fichier vidéo.
Des images de sa rencontre avec les avocats de Monroe, riant et se tenant la main avec l'associé de Monroe tandis qu'Emma était à l'hôpital. Cela a été pris 2 jours après l'accident. Alors qu'Emma se battait pour sa vie, vous célébriez avec les gens qui essayaient de faire acquitter son agresseur. Alexandra regarde les images, son visage pâle d'horreur. 24 heures, Alexandra. Retirez la pétition de garde et disparaissez de la vie d'Emma ou je vous détruis aussi complètement que vous avez détruit notre famille. Warren a quitté l'hôtel en sachant qu'Alexandra se conformerait. Elle a choisi l'autopréservation sur tout le reste tout au long de cette épreuve. Elle ne changerait pas maintenant. Alors que Warren traversait les rues tranquilles de Cedar Falls, il a réfléchi à la façon dont le monde de Monroe s'était effondré. L'homme avait perdu son entreprise, sa liberté, sa réputation et maintenant sa défense juridique. Les preuves vidéo garantiraient une condamnation pour meurtre et le retrait d'Alexandre de la bataille de la gare donnerait à Emma la maison stable qu'elle méritait. La justice avait été rendue, mais Warren n'a ressenti aucune satisfaction. Emma était en sécurité et c'était tout ce qui comptait. Tout le reste n'était que le prix qui devait être payé pour protéger la seule chose de sa vie à protéger. La guerre était terminée. Warren avait gagné. Mais la victoire semblait différente de ce à quoi il s'attendait. Plus calme, plus solitaire et resté avec le fait que certaines batailles ne pouvaient être gagnées qu'en devenant quelque chose que vous n'auriez jamais voulu être. Demain, il commencerait le long processus de reconstruction d'une vie digne de l'amour de sa fille. Chapitre 8. Justice finale. Le procès de Tony Monroe a commencé par un froid matin de novembre, 6 mois après l'attaque qui avait tout changé. Warren s'est assis au premier rang de la galerie, regardant Monroe, maintenant décharné et creux de son temps dans la prison du comté, a été conduit à la table de l'accusé dans des chaînes. Emma n'était pas présente. Warren s'était assuré qu'elle était absente dans un camp spécialisé pour les enfants se remettant d'un traumatisme, entouré de conseillers et d'autres enfants qui comprenaient ce que cela signifiait de survivre à la violence de quelqu'un d'autre. Elle guérissait, riait à nouveau et apprenait lentement à faire confiance au monde. C'était tout ce qui se souciait de Warren maintenant. L'accusation, dirigée par la procureure de district, Lena Holder, a méthodiquement présenté les preuves que Warren avait découvertes. Les images de sécurité de la voiture de Monroe l'ont montré ciblant délibérément le véhicule d'Emma. Les photographies et les records de surveillance de son bureau à domicile ont prouvé la préméditation. Le témoignage de témoins comme Miguel Daly a établi le modèle d'action délibérée plutôt qu'un accident. L'équipe de défense de Monroe dirigée par l'avocat célèbre Felicia York a tenté désespérément de sauver son plaidoyer d'aliénation mentale. Ils ont fait appel au docteur pour Ernest Walton pour témoigner de la prétendue condition médicale de Monroe, mais l'accusation avait leurs propres experts médicaux qui ont démoli le diagnostic fabriqué. Le docteur Walton, D.A. Holder, a déclaré lors du contre-interrogatoire, « N'est-il pas vrai que vous devez à M. Monroe une somme d'argent substantielle ?» Warren a regardé la crédibilité du docteur Walton s'évaporer alors qu'il trébuchait à travers ses réponses. Sans la fausse condition médicale, la défense de Monroe s'est complètement effondrée. Alexander a témoigné pour l'accusation, pas pour la défense. Son avocat lui avait informé que coopérer pleinement était sa seule chance d'éviter les accusations en tant qu'accessoire après coup. Elle avait l'air plus âgée, plus petite en quelque sorte en admettant sur le stand que Monroe lui avait avoué que l'attaque était intentionnelle. Il a dit qu'Emma était un message. Alexander a témoigné, sa voix à peine audible. Il voulait que Warren sache ce qui est arrivé à des gens qui l'ont traversé. Le visage de Monroe se tordit de rage alors que son ancien amant détruisait son dernier espoir d'éviter la condamnation. Il se précipita vers elle, hurlant des obscénités avant que Beth ne le retire. Le jury a vu exactement quel genre d'homme ils avaient affaire. Le procès a duré 2 semaines. Le jury a délibéré pendant moins de 4 heures. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Warren sentit un poids de ses épaules alors que le verdict était lu. Tentative de meurtre au premier degré. Conspiration pour commettre une intimidation des témoins, produisant des menaces terroristes. Monroe passerait le reste de sa vie en prison sans possibilité de libération conditionnelle. Mais Warren n'était pas terminé. Cette nuit-là, il a fait un appel téléphonique pour contacter depuis ses jours militaires. Des personnes qui se sont spécialisées dans des problèmes qui ne pouvaient pas être résolus par le biais de canaux officiels. La conversation a été brève et codée, mais le message était clair. Tony Monroe ne survivrait pas à son incarcération. Êtes-vous sûr de cela? La voix à l'autre bout a demandé. Une fois que cela se produit, il n'y a pas de reprendre.
Il a tenté de tuer un enfant de 9 ans. Il l'a planifié, exécuté et a essayé de le couvrir. Certains crimes ne méritent pas la possibilité de rédemption. Dans la semaine suivant le transfert de Monroe à la prison d'État, il a été retrouvé mort dans sa cellule. La cause officielle était le suicide. Monroe s'était prétendument pendu avec des draps. Incapable de faire face à sa peine à vie et aux menaces constantes des autres détenus qui n'ont pas apprécié les enfants tueurs, Warren a lu le reportage tout en prenant le petit déjeuner avec Emma dans leur nouvelle maison du Colorado, où ils avaient déménagé pour recommencer. Elle était inscrite dans une bonne école, se faisant des amis et laissant lentement le traumatisme derrière elle. « Papa, qui est cet homme dans le journal ?» Warren a soigneusement plié le papier. « Quelqu'un qui blesse les gens. Il ne peut plus blesser personne. » Emma hocha la tête et retourna en série, acceptant l'explication avec la résilience que possèdent les enfants. Elle était en sécurité maintenant, et c'était tout ce qui comptait. 3 mois plus tard, Warren a reçu des journaux de divorce d'Alexandra. Elle vivait en Californie maintenant, travaillant comme réceptionniste et essayait de reconstruire sa vie loin de l'épave de ses choix. Les documents comprenaient une reddition complète de garde. Alexandra a légalement renoncé à tous les droits à Emma en échange de ne pas avoir poursuivi des accusations civiles ou pénales contre elle. Warren a signé les papiers sans hésitation. Emma méritait un parent qui la mettrait en premier, toujours et sans aucun doute. Alexandra avait prouvé qu'elle n'en était pas capable. Le règlement financier était simple. Alexandra pouvait conserver tout l'argent qu'elle avait laissé des actifs de Monroe avant d'être saisie. Warren a gardé tout le reste, y compris la police d'assurance vie qui assurerait l'éducation et la sécurité future d'Emma. Le docteur Wesley Reyes, le médecin qui avait d'abord alerté Warren du complot, est devenu une partie régulière de leur vie. Il a visité Emma mensuellement pour surveiller son rétablissement et était devenu quelque chose comme une figure de grand-père pour elle. Il n'avait jamais parlé publiquement de son rôle dans l'exposition des crimes de Monroe, mais Warren s'est assuré qu'il savait que son courage était apprécié. Emma se porte remarquablement bien, a rapporté le docteur Reyes lors d'une de ses visites. Les cauchemars se sont arrêtés et elle ne montre aucun signe de traumatisme psychologique durable. Les enfants sont plus résilients que nous ne leur en accordons souvent. Warren a regardé Emma jouer dans leur arrière-cour, chassant leur nouveau chien, un golden retriever qu'elle avait nommé Courage autour du swing qu'il avait installé. Elle riait, complètement absorbée par la simple joie d'être enfant. Elle est forte, a accepté Warren, plus forte que l'un ou l'autre de ses parents. Miguel Daly avait également fait partie de leur famille élargie. L'ancien député avait également déménagé au Colorado, embauché par la nouvelle entreprise de camionnage de Warren en tant qu'inspecteur de sécurité. Il a compris ce que cela signifiait de protéger les innocents des prédateurs et Warren lui faisait entièrement confiance. Des regrets ? Demanda Miguel un soir en regardant Emma pratiquer le piano dans leur salon. Warren a considéré la question. Monroe était mort. Alexander était parti. Emma était en sécurité et heureuse. La vie qu'il a construite à Cedar Falls a été détruite. Mais quelque chose de mieux avait pris sa place. Non, dit finalement Warren. Aucun du tout. Chester Cooper s'est rendu à l'occasion, apportant des nouvelles du monde extérieur et des mises à jour sur d'autres opérations. Il avait été impressionné par la minutie de la campagne de Warren contre Monroe, mais il a également compris le coup. Vous savez, vous ne pouvez jamais revenir à la façon dont les choses étaient, a observé Chester lors d'une visite. Je ne veux pas. L'homme que j'étais avant que Monroe ne blesse Emma était prêt à laisser les autres gérer la justice. L'homme que je suis maintenant sait que parfois vous devez le gérer vous-même. Emma a terminé ses entraînements de piano et a couru vers Warren pour un bon câlin de nuit. Elle devenait grand et fort, son sourire brillant et sans trouble. Elle a appelé Warren Daddy et le pensait complètement. Il était son monde entier comme elle était la sienne. Je t'aime papa. Je t'aime aussi, petite fille. Plus que vous ne le saurez jamais. Alors que Warren glissait Emma dans un lit, il a pensé aux choix qui les avaient conduits ici. Il a détruit des vies, a mis fin aux carrières et a finalement organisé la mort d'un homme. Selon toute norme morale, il devenait quelque chose de sombre et d'impardonnable. Mais Emma était vivante, sûre et heureuse. Elle grandirait en sachant que son père déplacerait le ciel et la terre pour la protéger, que certaines personnes dans le monde